Wadoum pour l'invité café de ce matin. 7h30, c'est l'invité café. Notre invité café de cette matinale, c'est vous, Jean-Christophe Chiguetomi, bonjour. Vous êtes directeur de l'aviation civile de la Polynésie française, mais vous êtes aussi auteur. Après le livre Les Tamaris volontaires, vous signez 2 ans après Les Poilus tahitiens, paru aux éditions Happy Tahiti. Le livre comporte plusieurs histoires de Tahitiens pendant la Première Guerre mondiale. Pour ce conflit, 1200 hommes s'étaient engagés sur une population d'environ 20 000 personnes. Des Tahitiens qui n'étaient pas tous volontaires, dites-vous. Oui, la différence avec les Tamaris volontaires, c'est qu'eux, ils ont été volontaires, tandis que pendant la Première Guerre mondiale, c'est la conscription qui a joué. C'est-à-dire que ce sont les classes qui ont été levées et donc ils sont conscrits. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Eh bien, ça a été évolutif, c'est-à-dire que dès les années fin 1915, eh bien, la France donc s'est tournée vers l'Empire et donc a levé les populations qui composaient l'Empire. Et donc les établissements français de l'Océanie se sont retrouvés donc embarqués dans la conscription nationale. Ici, en Polynésie, à Tahiti, comment ça s'est déroulé? Eh bien, ça s'est passé de façon administrative. D'abord, ils ont dressé des listes et les classes de l'ensemble des hommes. Et puis, tous ceux qui étaient aptes devaient aller à la mairie, se faire recenser. Et puis, ils ont été appelés. Qu'est-ce qui se passait pour ceux qui ne se faisaient pas recenser? Eh bien, ils pouvaient être sujets à des emprisonnements ou des amendes, des rétorsions. Vous avez des exemples? Alors, j'ai des exemples, oui, parce que beaucoup de conscrits vont essayer notamment d'échapper à la conscription. Donc, ils vont arguer le fait qu'ils sont soutien de famille. Alors donc, moi, par exemple, j'ai eu en main des documents administratifs où quelqu'un avait soi-disant dit qu'il était soutien de famille. On devait le ramener de Nouvelle-Calédonie. Et puis, il y a une note du gouverneur qui dit vérification faite, il n'est pas du tout soutien de famille, vous me le gardez. Ou des lettres écrites par plusieurs conscrits qui sont en Nouvelle-Calédonie, qui écrivent au gouverneur en disant que finalement ils ont été appelés sous les drapeaux, leur classe qui a été donc appelée ne correspond pas à l'ordre d'appel et ils demandent leur retour sur Tahiti. Et là, bien sûr, ils reçoivent une fin de non-recevoir du gouverneur. Pour vos recherches, vous avez effectué un travail titanesque avec beaucoup d'anecdotes, de détails, de dates et de noms. Expliquez-nous vos démarches. Bien, moi, mon approche, elle est au niveau de l'histoire de Tahiti, elle est articulée autour de l'homme. Donc, effectivement, je me suis tourné vers l'homme. Et pour ça, c'était de savoir qui était là, qui vivait. Donc, je me suis intéressé aux familles, je fais un peu de généalogie, essayer de comprendre qui était qui. Puis après, comme j'ai eu accès à l'ensemble des livrets matriculaires de tous les poilus, je les ai étudiés individuellement. Et en fonction de tous ces hommes, de toutes ces familles, eh bien, dès qu'il y avait la possibilité de livrer une anecdote particulière ou de pouvoir les replacer leur petite histoire dans la grande histoire, c'est comme ça que j'ai procédé et c'est ce que raconte Poilu tahitien. Vous êtes allé aussi photographier le monument aux morts. Oui, ça c'est l'anecdote, c'est-à-dire que quand on commence et qu'on n'a rien, il faut bien commencer par quelque chose. Donc, on avait un monument aux morts, il y avait des noms dessus. Donc, j'ai été prendre en photo les façades du monument aux morts. Après, j'ai répertorié tous les noms qui étaient marqués dessus dans un tableau Excel. Et puis après, je l'ai complété au gré de mes lectures, au gré des documentations auxquelles je vais avoir accès. Ce travail a nécessité combien d'heures? Au total. Oh, ça se compte pas en heures, ça se compte. Il y a un moment, c'est un peu. Une fois qu'on met un pied dedans, on n'arrête pas. Bon, c'est vrai que d'abord, j'ai mes responsabilités professionnelles, donc j'ai toujours su faire la part des choses. Et en réalité, j'avais mis en place une organisation du travail, c'est que je me lève à 4 heures du matin, je travaille jusqu'à 6.
Après, j'emmène mes enfants à l'école, je suis au bureau, j'ai ma vie professionnelle normale. Puis le soir, si je rentre, si je suis pas trop fatigué, je m'y remets. Et puis surtout, j'y ai passé tous mes week-ends, quoi. Et mes week-ends, c'était 10 heures, 12 heures par jour, quoi. Alors, au cours de vos recherches, vous êtes tombé sur des trésors. Ce sont des documents envoyés par les Polynésiens qui racontent leur quotidien durant le conflit. Comment avez-vous mis la main sur ces documents? Il y a le facteur chance qui joue beaucoup, hein. Donc, en termes de communication, beaucoup de gens étaient au fait de mes travaux, donc ils venaient vers moi et ils me disaient que dans leur famille, ils avaient des fonds documentaires qui n'étaient pas inintéressants, que c'était des photos, c'était des lettres, voilà. Et donc ça, c'est tout le volet. Quand on parle de trésors, bien sûr, ce sont des trésors parce que ils n'avaient pas été exploités. Donc, des familles ont des documents qui méritaient d'être étudiés et dans lesquels il y avait beaucoup d'informations à caractère inédit, quoi. Car de toutes les lectures qui avaient été les miennes, jamais j'avais entendu parler de ce genre. J'avais jamais été au fait de ces informations. Voilà. Donc d'un côté il y a les ressources privées, hein, c'est-à-dire qui viennent des fonds familiaux. Puis de l'autre côté aussi il y a les ressources publiques, car il faut savoir que ces archives n'étaient pas aussi faciles d'accès. Elles l'ont été, hein. On est rentré donc dans le centenaire de la Grande Guerre, ce qui a facilité l'accès notamment aux livrets matricules, mais surtout aussi d'autres documentations assez inédites. Alors, pouvez-vous nous livrer quelques anecdotes que vous avez retenues de ces trésors que vous avez découverts, inédits? Oui, alors par exemple, vous savez que pendant la Grande Guerre, on écrivait beaucoup, hein. Donc des millions de lettres ont été écrites. C'est normal parce que les poilus qui étaient dans les tranchées, ils écrivaient pour une à 3 lettres par jour, hein. C'était leur seul moyen pour eux de s'évader. Alors, les Tahitiens, malgré ce que l'on peut croire, ils écrivaient aussi. C'est-à-dire qu'ils achetaient notamment des cartes postales et ils écrivaient donc au verso. Et ils réussissaient à échapper à la censure, car il faut jamais donner d'informations à caractère militaire. Ils échappaient à la censure tout simplement parce qu'ils écrivaient en tahitien. Et donc la censure ne devait pas trop comprendre ce qu'ils racontaient. En plus, c'était assez imagé. Alors bien sûr, ils livraient pas des informations militaires confidentielles, mais par contre, ils racontaient. Et ça, c'est très intéressant parce que ils citent des personnes, ils citent des lieux, ils racontent certaines anecdotes, hein. Qui permet d'apporter vraiment beaucoup d'informations sur ce qu'ils vivaient, ce qu'ils étaient. Alors finalement, est-ce que vous avez découvert plus d'informations sur le front à cette époque par ces correspondances en Rio-Tahiti? Oui, il y a des informations qui sont données. Par exemple, ils racontent qui dans leur rang sont tombés, ont été blessés, qui est malade, qui a été tué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, et ça a l'air de rien comme ça, mais on dénote quand même leur peur quand ils écrivent, et c'est comme s'ils écrivaient leur dernière lettre, hein. Donc ils signent adieu. Donc ils sont pas sûrs que demain ils seront pas tués parce qu'ils savent qu'ils vont monter au front. Et puis il y a tout un ensemble aussi d'expressions qui sont amusantes parce qu'elles nous ramènent dans le siècle dernier. Et par exemple, ils disent souvent bonne poignée de main. Alors ça devait être une expression usuelle d'il y a 100 ans. C'est comme ça qu'ils disaient. C'était pas hang loose, mais c'était bonne poignée de main. Vous avez également été étonné de trouver le livret militaire de Povana à Opa vide. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, pas vide, mais j'ai été un peu déçu parce que en réalité, les informations qu'il y avait dedans étaient très laconiques, hein. Si vous voulez, quand on prend un livret matricule usuel, il y a beaucoup d'informations. D'abord, la généalogie, c'est-à-dire de qui est père, la mère, dans quelles conditions ils intègrent l'armée. Et là, j'ai été surpris. On a toujours dit que Puvanaopa était volontaire. Or, c'est pas ce qui est écrit sur son livret matricule. Il est conscrit. C'est-à-dire qu'apparemment, il a été appelé sous les drapeaux.
Donc voilà. Alors maintenant, il faut se méfier parce que peut-être que le rédacteur du livret matricule, il n'a pas su faire la différence. Mais il y avait quand même une différence sensible. Alors nous arrivons au thème de cet entretien. Le livre Les poilus tahitiens n'est pas encore en vente. Quand sera-t-il disponible au Fénois? Ouais, il sera disponible dans les 4-5 mois là. Hein. C'est-à-dire pour le moment, on a fait un appel à souscription. C'est un petit peu pour voir quel intérêt peut apporter donc Poilus tahitien dans la bibliographie historique de Tahiti. Jean-Christophe Chiguetomi, merci de nous avoir consacré de votre temps. Bonne journée. Maruru. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.